C'est le Book Club du vendredi, soyez les bienvenus, votre club de lecture sur France Culture, et nous sommes ravis de vous accueillir pour un nouvel échange entre deux auteurs sur les thèmes qui les font monter sur scène ou dessiner. Un grand merci à vous aussi, auditeurs, lecteurs, auditrices et lectrices qui construisez cette émission avec nous. Hashtag Book Club Culture. En 2023, comment fait-on pour raconter les rencontres amoureuses d'aujourd'hui, pour entrer dans l'intimité et l'exposer aux lecteurs ou aux spectateurs? Chacun, à leur façon, nos deux invités montrent le désir, les désirs, leur pluralité et leur métamorphose. On va essayer de mélanger toutes ces idées pour en ressortir quelque chose. Et comme nous sommes vendredi, nous sommes également avec Pierre Croze. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. De notre partenaire babelio.com. Et nous sommes comme tous les jours avec les réflexions de nos auditeurs lecteurs. J'ai aimé voir ce couple en train de s'embrasser au beau milieu d'une jungle luxuriante et surveillé par cet œil gigantesque. Un beau voyage aussi hallucinant qu'hallucinant au pays de l'amour. Forcément fantasmé. Qui est absolument sublime. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Et Daniel, Patricia, Amélie, nos lecteurs et lectrices du jour qui vont venir pimenter nos échanges. Bonjour Blutch. Bonjour à vous. Auteur de bande dessinée, dessinateur donc, illustrateur aussi. Vous avez publié à l'automne dernier cette BD intitulée donc La mer à boire aux éditions 2024. Votre retour en solo, si je puis dire, après plusieurs années, vous avez travaillé avec les autres. 70 pages écrites, dessinées et mises en couleur, 70 pages de romance, avec l'idée de raconter une rencontre amoureuse. C'était ça l'objectif du départ ? Mon objectif du départ était quasiment mathématique. C'est que j'avais décidé de faire se rencontrer deux points sur une ligne, le point A et le point B, et j'ai tracé une ligne et je tenais à ce que A et B se rencontrent sur cette ligne. C'était vraiment mon idée de base, c'était ça. C'était vraiment aussi ténu et sec, et géométrique que ça. Géométrique, ça tombe bien, puisqu'on va vous faire échanger sur ces questions avec Johan Ibert. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes metteur en scène, comédien, plasticien, marionnettiste. Vous vous définissez vous-même comme un artiste hybride. Et vous êtes avec nous à distance et en direct de Dunkerque, puisque se joue ce soir au Bateau-Feu, la scène nationale de Dunkerque. Cette pièce que vous avez mise en scène pour la compagnie Théâtre de Romette, ça s'appelle La Nouvelle Ronde. Encore un élément géométrique, très librement inspiré d'Arthur Schnitzler par Jan Verboog. En quelques mots pour commencer, Johan Ibert, qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette ronde de Schnitzler? Comment est-ce que vous êtes parti sur ça pour la renouveler? Tout d'abord, merci de m'accueillir. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous en studio parce que j'aime beaucoup ce que fait Blutch et du coup, j'aurais bien aimé le rencontrer. La ronde, en fait, c'est ce qui m'a vraiment intrigué, c'est la structure même. C'est-à-dire que Schnitzler, en 1903, a écrit cette ronde qui a fait, à Vienne, qui a fait grand bruit, qui a fait scandale. Et c'était vraiment cette structure qui permettait que personnage A rencontre personnage B. Ils ont une relation sexuelle qu'on ne voit pas, mais on a le avant et le après. Et puis ensuite, le personnage B rencontre le personnage C, etc., etc. Et le dernier personnage rencontre le premier. Et ce qui était vraiment intéressant pour l'époque, c'est que même si c'était une ronde très hétéro-patriarcale, c'était finalement une succession de gens qui étaient de niveaux sociaux différents et qui se rencontraient, qui avaient des désirs sexuels ou des désirs amoureux ou des blessures. Et c'est ça qui avait fait scandale à l'époque et qui m'a vraiment intéressé pour écrire, on va dire, une ronde actuelle avec des personnages d'aujourd'hui et des dialogues et des situations très actuelles. Et on va évidemment rentrer dans le détail dans un instant. Cette question du personnage A et du personnage B, ça tombe bien puisque ce sont les noms des personnages de votre BD, La mer à boire, Blutch, et Amélie, notre lectrice, a lu et a adoré. Cet album, je l'ai acheté après avoir eu un véritable coup de cœur pour la couverture. J'ai aimé voir ce couple en train de s'embrasser au beau milieu d'une jungle luxuriante et surveillé par cet œil gigantesque. On a une atmosphère étrange et surréaliste qui est instaurée
dès cette couverture et qu'on va retrouver immédiatement. En fait, on n'a pas de page de garde, tout de suite on rentre dans l'intrigue, on rentre dans cette course frénétique de l'attente de la rencontre amoureuse, et c'est vraiment une très très belle histoire d'amour qui raconte aussi le désir dans une narration éclatée. Et ça, c'est à mon avis un des points très très forts de l'histoire, parce que c'est pas classique, on est sur quelque chose de très innovant. Et puis, il faudrait parler de la beauté des pages. Et on en a certaines, on a l'impression d'être face à de véritables tableaux. Donc voilà, c'est vraiment une très belle histoire, un beau voyage aussi halluciné qu'hallucinant au pays de l'amour. Donc voilà, j'aurais une question qui serait de savoir ce titre, La mer à boire, il vient d'où? Et la réponse de Blutch, s'il y en a Il vient d'Henri Calais. Oui. Il y a un des derniers romans d'Henri Calais qui s'appelle Monsieur Paul. Et dans ce livre, Henri Calais décrit, en gros, il a une image pour décrire la vie de couple. Et il dit la vie de couple, c'est la mer à boire. C'est-à-dire que c'est impossible. C'est-à-dire que la mer à boire, si on doit vraiment avoir embrassé cette vie de couple, il faut avaler toute l'eau de la mer avec tous les poissons qu'elle contient, tout le plancton, toutes les algues. Voilà. Donc c'était une métaphore de l'impossibilité de la vie à deux, en fait. Pierre Croz, un livre que vous aviez repéré. Oui, effectivement, il y a des critiques de lecteurs sur Monsieur Paul, donc le livre de Henri Calais, avec une lucidité parfois brutale, une poésie un peu cocasse, avec ironie et tendresse, sans complaisance. Il écrit le cheminement de son existence sur le ton de la confidence, une lecture qui fait l'effet d'un baume, d'une infinie douceur. Je ne sais pas si la douceur, c'était aussi quelque chose que vous souhaitiez retenir. Ah non, pas du tout. Non. Moi, j'ai quand même une envie, enfin souvent, quand je me mets à travailler, plus que la douceur, c'est la virulence qui me... Je cherche une forme de virulence. Mais même dans les rapports intimes, ou dans les rapports doux, ou dans ce qui pourrait être... En fait, moi, je redoute ce qui est... je redoute la mièvrerie, en fait, souvent. Donc, si vous voulez, moi, je pencherais plutôt pour la virulence. Et je trouve que Monsieur Paul est un roman virulent. Et drôle, mais virulent. Bienvenue à Bruxelles, son lac, sa plage, ses montagnes, ses promenades, son casino. Dès la première les premières pages, vous nous plongez dans un univers mi-réel, mi-inventé. Ça, c'est aussi une volonté de nous garder dans une sorte de flou. Mais tout est réel. Tout est réel. Vous voyez, c'est absolument réel, par exemple, si je dessine Stresa, une ville, par exemple, qui est au bord du lac Majeur, mais je remplace juste le panneau d'entrée de la ville Stresa et je mets Bruxelles. Mais je peux le faire dans la réalité. Je veux dire, mon récit n'a quasiment rien de fantastique. Je veux dire, tout est absolument tangible. Pourquoi pas ? Eh bien, pourquoi pas ? On va regarder. Tout est possible, pourquoi pas ? On va regarder les premières planches avec donc le personnage B qui arrive à Bruxelles. Oh, Daniel l'ermite. Qui voilà, le jeune B, mon disciple le moins avisé. Brave Daniel, ne m'appelle plus B. Je voyage sous un nom d'aventure. Bigre. Et comment veux-tu qu'on t'appelle à présent ? Mon nom désormais est Espoir du soir. Et qu'est-ce qui amène Espoir du soir sur les pentes de Bruxelles ? Le désir, puissance Hachem. Oula, voilà qui explique l'œil luisant et le geste fébrile. Tel que tu me vois, je m'apprête à mettre le pied en territoire inconnu, mais je n'en dévoile pas davantage au risque de compromettre ma mission. Ce que je peux dire ici, c'est que le dénouement est proche. Je descends à l'hôtel Métropole de Bruxelles afin de connaître le fin mot de cette histoire. L'histoire de vérité va sonner. Attention, jeune coq. Garde-toi de tout sentimentalisme. Nous autres, les hommes tels que nous, devons nous garder de toute complaisance. Bien entendu, chef. Mais si tu permets, nous en parlerons plus tard. L'heure tourne. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Prends tout de même, Espoir du soir. Une arme te sera utile. Les périls te guettent, tu ne vas pas les vaincre avec de beaux sentiments. D'accord. Au revoir, mon beau Daniel. Ah, démon. Va, cours à ta perte. On s'appelle et on déjeune. Lecture de ces premières pages avec mon complice Romain Becdelièvre, producteur à France Culture. Merci Romain d'avoir joué le jeu. Il n'y a pas de chronologie dans votre récit et du coup, on se laisse porter. Ouais, il y avait un désir de fiction aussi quand même, de fiction, j'allais dire, échevelée. Par exemple, le vieil ermite, là, il lègue un pistolet, un revolver au héros B, parce que pour moi, le pistolet, c'est l'enfance, c'est l'aventure, donc c'est la fiction. Donc c'est aussi un récit complètement, j'allais dire, enfantin,
J'avais aussi une envie de jeu, un peu comme vous, là, qui lisez ces dialogues. Il y avait un peu de jeu, mais comme le jeu de l'amour aussi. Je veux dire, l'érotisme aussi, c'est du jeu, et c'est aussi une forme, peut-être, d'enfance retrouvée, ou d'enfance recherchée, en tout cas. Et le bouquin tourne peut-être autour de ça, cette recherche d'innocence, ou j'allais dire, de manière un peu grandiloquente, de pureté, presque. Johan Ibert, vous reprenez, évidemment, vous en avez parlé il y a quelques instants, la trame de l'histoire originelle de La Ronde, c'est-à-dire cette succession de 10 courtes scènes avec ces deux protagonistes. Et à chaque fois, vous racontez, vous la montrez, cette fois-ci, cette relation sexuelle, cette relation charnelle. Oui, alors on la montre pas tout le temps, mais elle est parfois suggérée. La particularité, c'est que depuis plusieurs années, en tant que metteur en scène, puisque moi je ne suis pas auteur ni de livres, voilà, ni de textes, mais on va dire plutôt auteur d'images et metteur en scène. La particularité, en fait, c'est que j'avais envie de travailler avec des marionnettes qui sont fabriquées, voilà, qui ont dans on va dire un univers assez réaliste, et donc le travail de la marionnette peut se rapprocher parfois, d'ailleurs, j'ai l'impression, du travail du dessin ou de la BD, c'est-à-dire que on doit choisir véritablement le dessin, on va dire, d'une image, le dessin d'une situation, et comment les personnages peuvent réagir, sachant qu'il y a des manipulatrices et manipulateurs qui sont acteurs-actrices qui manipulent ces personnages avec beaucoup de précision, beaucoup de dextérité, et ça permet effectivement, peut-être, en tout cas pour moi, depuis plusieurs créations, peut-être de dépasser la question du corps humain, la question du réalisme, et d'embarquer vraiment les spectateurs dans un univers que l'on crée nous, et qui permet comme ça une projection, qui permet aussi de la folie. Et pour avoir lu votre BD ce matin même, donc c'est vraiment tout frais, la mer à boire, je retrouve comme ça une forme de liberté dans ce que j'ai lu, en tout cas c'est ce que j'ai vécu, une forme de liberté dans le dessin, dans le propos, que j'aime beaucoup, et qui est, je l'espère en tout cas, dans le spectacle que nous avons fait. On retrouve effectivement, Blotch, vous vouliez vous dire quelque chose, on retrouve dans vos deux œuvres, c'est-à-dire votre BD et la mise en scène de Johan Ibert, la présence des corps, ces corps habillés, déshabillés, des corps qui évoluent aussi en fonction de l'histoire, et dans la pièce de théâtre avec les marionnettes aussi en fonction de l'état d'excitation du corps. Il se passe quelque chose. Comment avez-vous travaillé pour représenter les corps ? Non, je ne veux pas vous détromper, Nicolas, mais j'ai mis beaucoup de soin aussi à représenter la nature et le minéral. Je veux dire que mon ambition, on va dire, à la base, je voulais faire un livre sensuel, tout sensuel. Que ce soit les plantes, les fleurs, les rochers et les humains, les garçons et les filles représentés. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis résolu à mettre ce livre en couleur moi-même. C'est le premier livre que je colorie entièrement, je l'ai colorié à la main, au pinceau. Donc, pour moi, c'était plutôt une approche globale de la sensualité. Même dans la nature morte, parce qu'il y a des bouquets, il y a quand même pas mal il y a des choses comme ça dans le livre. Maintenant, comment répondre à votre question ? Il y a une chose quand même qui moi, me guide, c'est voir. Donc c'est le travail d'après nature aussi. La présence, l'artiste, le modèle, voilà. Et quand vous dites représenter la sensualité par la couleur, ça veut dire quoi dans le choix des couleurs, par exemple, dans la texture, racontez-nous un peu les coulisses de ce travail qui est l'une des étapes de votre création. Pour moi, je débutais là parce que j'ai toujours travaillé avec des coloristes, même très très talentueux. Mais comme c'est un livre très intime, très personnel, je sentais pas la nécessité qu'il y ait quelqu'un d'autre, je veux dire, entre moi et ce bouquin. Donc je me suis vraiment résolu à le mettre en couleur moi-même. Je me sentais pas dans la peau d'un grand coloriste. Alors je vous avoue que j'ai travaillé avec un Tintin sous le bras, en l'occurrence l'oreille cassée,
qui a été mis en couleur par la première coloriste de Tintin qui s'appelait Alice DeVos. Et Alice DeVos a utilisé des gammes dans cet album qui, moi, m'ont toujours beaucoup séduit, des gris, des roses, des verts. Et puis, j'ai essayé de combiner tout ça, mais un peu à la manière d'un élève. Comme un élève d'Alice DeVos, j'ai un peu suivi. Ce bouquin m'a servi de bible. J'ai trimballé, mais tout l'été. Quand j'ai fait les couleurs du bouquin, je trimballais. J'emmenais le Tintin à la plage. Il était complètement démantelé. Et puis je me référais tout le temps à ce bouquin. Il m'a servi de guide. Voilà, donc j'ai travaillé vraiment, j'ai mis en couleur mon album grâce à L'Oreille cassée. Et ça n'a pas échappé à Emmanuel, notre lecteur. Écoutez. Bruxelles, la Riviera, des cow-boys, des Indiens, des scènes de sexe, l'hommage à Hergé et à son oreille cassée, des forêts luxuriantes, voire fantasmagoriques. C'est tout ça qu'on retrouve au fil des pages de La mer à boire, de l'excellent La mer à boire. Et la question que je me posais était dans quelle mesure l'onirisme de cette histoire, de ces scénarios, était surtout au service du dessin et du plaisir de dessiner. En tout cas, ça marche extrêmement bien et ce plaisir, je crois, est partagé par le lecteur. Question donc d'Emmanuel, dans quelle mesure l'onirisme de ce scénario est au service du dessin et du plaisir de dessiner ? Complètement. Complètement, en fait. Cette histoire, je l'ai pliée. J'ai plié tous les éléments à mon envie de dessiner. Tout ce qui était à ma disposition, j'en ai fait... J'ai instrumentalisé le monde, la géographie et les corps, mais juste pour mon propre plaisir de représentation, bien sûr, évidemment. C'est peut-être ça l'art, non ? Peut-être. Oui, certainement. Une façon de faire, effectivement. Blutch, vous disiez avoir travaillé tout seul, d'avoir quasiment tout fait dans cette BD. Johan Ibert, vous entourez à chaque fois de nouvelles personnes, de nouveaux artistes, de techniciens, en tout cas de rencontres. Et vous parliez de ces marionnettes et de ces marionnettistes, puisque c'est ce qui est le plus bluffant, en tout cas pour moi, qui n'avais pas l'habitude des spectacles de marionnettes. Alors on va, si vous le voulez bien, Johan Ibert, fermer les yeux, imaginer ce dispositif et se laisser porter. Voici un extrait de la nouvelle ronde. Pendant plusieurs années, on a vraiment essayé de ressembler à un couple. On vivait dans le village de mon enfance, où je vis toujours aujourd'hui. On faisait du sexe vanille, normal. On avait un chien normal, une bagnole normale et des petites soirées entre amis avec des verrines bien normales. Au bout de 8 ans de vie commune, je rencontre Paula. Un coup de foudre. Bon, comme toutes mes histoires, tu me diras. Mais ça a complètement chamboulé ma vie. J'aimais toujours Bastien, je t'assure. Mais je me sentais obligée de lui mentir pour passer du temps avec Paula. Et j'avais l'impression de la tromper quand j'étais avec Bastien. Je devenais dingue. Mais moi, j'ai grandi dans une famille catho. Elle-même biberonnée au dictat bien pensant pour devenir de bons couples capitalistes. On est bien en 2023. Johan Ibert, votre lecture moderne, elle prend évidemment en compte les évolutions de la société et toutes les relations amoureuses qui existent aujourd'hui. Oui, même si j'ai l'impression que c'est pas si nouveau que ça, c'est-à-dire que je pense que toutes ces relations multiples ont toujours existé. Il y a 10 000 façons d'aimer, 10 000 façons d'avoir du désir et d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Simplement, peut-être que la société a évolué et accepte un peu plus de les voir, même s'il y a encore beaucoup de discrimination et de violence liées à ça, mais peut-être qu'effectivement, on accepte un peu plus d'en parler, on accepte un peu plus de les voir. En tout cas, c'était un peu le sujet de ce spectacle, c'est-à-dire parler d'amour, parler de désir, comment on s'aime aujourd'hui, y compris comment on réinvente l'amour et le désir quand on est ensemble depuis 20 ans, comment on garde cette chose-là active tout le temps. On passe par l'objet marionnettique, qui est un objet qui est malheureusement souvent affilié à l'enfance. On imagine que la marionnette, c'est pour les enfants. Or, le travail que je fais, et avec d'autres d'ailleurs metteurs en scène et compagnie, c'est vraiment de développer cet objet qui est vraiment un instrument pour l'acteur, de le développer pour une dramaturgie, on va dire vraiment public adulte, avec une recherche, je l'espère, assez profonde d'un sujet.
On va évidemment rentrer dans le détail de comment vous avez travaillé, mais il y a dans votre mise en scène, Johan Ibert, et dans la bande dessinée de Blutch, une scène qui nous a beaucoup marqué avec Oriane Delacroix qui prépare cette émission avec nous. Tellement ces deux scènes sont proches, on a envie de vous en demander peut-être le sens. Est-ce que Johan Ibert, vous avez lu la BD, elle vous saute aux yeux cette scène, ou pas vraiment? Ou il faut que j'aille plus loin dans le détail? Dites-moi, parce que je suis pas sûr. Alors, on a mis en parallèle ce rapport sexuel avec ce pénis tout à fait disproportionné, très long, qui apparaît depuis une marionnette. Alors là aussi, vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est assez bluffant et assez impressionnant. Et on retrouve dans la BD de Blutch ce fil qui relie les deux personnages, A et B, ce couple qui est en train de se former. Et A marche sur ce fil, et ce fil se trouve être le prolongement du sexe de B. Cette image de funambulisme entre les deux personnages, est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Comment on en est venu là? À qui vous posez la question? Johan Ibert d'abord, peut-être. Personne ne veut répondre, dites-moi. Non, ça m'a fait beaucoup rire, d'autant que effectivement, on a une scène de fantasme à un moment donné dans le spectacle où effectivement un des personnages donc a un sexe qui fait 1m20 exactement, et l'autre personnage fait du funambule effectivement sur son sexe. C'est une image qui doit être de 4 secondes peut-être dans nos spectacles, mais effectivement. Bon, comment c'est venu? Très honnêtement, on avait envie de cette scène de fantasme, et avec les actrices qui sont sur le spectacle, qui sont 6, qui sont vraiment une super équipe, je les ai vraiment laissé proposer plein de délires avec ce sexe très long qui peut, dans le spectacle, devenir très dur, mais devenir très mou aussi. Et donc, on s'est amusé à faire tout un tas d'images complètement bretzingue, on va dire, entre le serpent et à la fois l'espèce de chose qui traîne et qui est attachée à son corps et dont il ne sait pas trop quoi faire, c'est-à-dire ce sexe qui est censé représenter une virilité extrême et qui peut devenir aussi quelque chose de très gênant, voilà, qui traîne comme ça. Mais en effet, voilà, donc c'est vraiment lié on va dire, c'est vraiment né d'improvisation, de recherche, et ensuite on a écrit tout ça très précisément, puisque à ce moment-là, ils sont presque tous les 6 à manipuler et les deux marionnettes et ce sexe qui gesticule dans tous les sens. Donc c'est vraiment lié, on va dire, des improvisations des comédiens au départ. Blutch, vous, votre image du funambule, elle veut dire quoi? Moi, quand j'entends Johanny, là, ça me fait penser à des résurgences féliniennes aussi. Ça me fait penser à Fellini. Mais même la convocation des marionnettes, ce côté, parce que la marionnette synthétise en fait. C'est un humain synthétisé, on va dire. Donc ça me fait une espèce de schématisme félinien, ce côté poétique et outrancier aussi. Ça me fait penser à ça. Moi, j'ai cherché une image tout simplement pour chercher une image métaphorique pour figurer le désir. Donc j'ai pensé à ce fil, à ce lasso, parce qu'ils disent que c'est un lasso, parce qu'au début on parlait des pistolets, parce qu'on est enfant, donc on joue, donc c'est plutôt un lasso, donc il y a ce lasso qui est. Et puis il y a les Indiens qui sont présents aussi à un moment. Oui, il y a les Indiens qui sont là, et il y a le danger continuel. D'ailleurs, l'œil sur la couverture dont on parlait au départ, pour moi, c'est le danger. Il figure le danger qui plane au-dessus du couple. Donc voilà, moi je cherchais une image métaphorique. Voilà. Le cinéma dans vos influences, Blutch, évidemment. On va revenir sur scène dans un instant, mais ce n'est pas la première fois que vous vous inspirez du cinéma, et c'est ce que nous rappelle Daniel, libraire à Saint-Louis, en Alsace. Blutch, attention. Il y a une dizaine d'années, Blutch signait Pour en finir avec le cinéma. Une déclaration d'amour un peu nostalgique, un 7e art forcément fantasmé. On y croisait Godard, Piccoli ou Guitry. C'est le titre de l'album qui m'avait attiré, et sa couverture. En résumé, c'est par la porte de la salle obscure que je suis entré dans l'univers blutchien. Sa cinéphilie me parlait, et son trait me renvoyait à mes BD rêvés. Et puis, Strasbourg, où je suis né. Blutch, lui, y retourne via La mer à boire, édité chez 2024, une maison strasbourgeoise, bouclant ainsi une boucle géographique, voire intime. Une histoire d'amour, comme celle qu'il dessine dans son dernier opus. Quelque chose d'assez cinématographique, en fait. Un Marienbad option
Shabadabada. Moi, j'ai adoré. Au fait, Blutch, quel est le dernier disque que vous avez acheté? Question de Daniel en Alsace. Alors, un disque de Gil Evans avec le pianiste japonais Kikuchi, un enregistrement de 1972. Voilà, c'est simple. On mettra la référence sur la page de France Culture. Voilà. Ça vous a inspiré quelque chose récemment? Une idée de... Non, mais moi, la musique est continuellement présente. Je veux dire, la musique, c'est ma caverne. Donc, et le jazz en particulier. Donc, je ne peux pas travailler sans la musique, parce que la musique m'isole du monde et du fracas et du tumulte de la société. Et Johanne Ibert non plus n'arrive pas à mettre en scène sans musique. Il y a une présence d'une musicienne incroyable sur la scène de ce spectacle. Johanne Ibert qui nous met dans toutes les ambiances avec sa guitare et sa boîte à musique, si je dis ça comme ça. C'est une basse, mais... c'est une basse, je suis moins calé en musique que Blutch. Elle s'appelle Fanny Lafargue et c'est une musicienne assez incroyable qui a vraiment composé la musique en répétition et qui joue en direct durant le spectacle. C'est vrai que moi, j'adore bosser avec des musiciens en scène sur les spectacles et qui créent la musique. Je trouve qu'il y a quand même, je trouve qu'il y a une présence qui est tout à fait autre. Et il y a quelque chose qui réagit en fonction du plateau, en fonction des inflexions des actrices qui sont en scène. Donc, pour moi, c'est assez précieux. Avec évidemment aussi un dispositif scénique très brillamment pensé, il faut le dire, une scène en mouvement, une sorte de tapis roulant qui permet de passer d'une pièce à l'autre, d'une rencontre à l'autre, comme le ferait un peu le travelling, ce plan où la caméra est en mouvement au cinéma. Et franchement, c'est très réussi. On parlait de cinéma, de musique, on va vers les autres inspirations qui sont aussi peut-être la mythologie. Johanne Ibert avec cette marionnette qui se transforme en centaure à un moment donné. Oui, c'est vrai. Oui, c'est drôle parce que là, on jouait hier soir justement à Dunkerque et j'ai rencontré un groupe de grands adolescents qui étaient là avec leurs profs de théâtre et qui m'ont posé la question de ce centaure en me disant mais normalement un centaure c'est plutôt une figure masculine et c'est vrai que dans notre spectacle on a un personnage féminin qui se transforme en centaure avec vraiment le corps de cheval et je leur disais oui peut-être que c'est justement pour surprendre en fait peut-être les spectateurs sur cette image normalement d'ultra virilité qui est transformée à travers ce personnage féminin qui va ensuite pratiquer le BDSM de manière un peu détournée, peut-être un peu onirique, mais en tout cas qui devient un personnage dominant dans la pratique BDSM. Et donc effectivement ce corps de centaure, c'est ce que permet aussi la marionnette, c'est-à-dire que la marionnette elle me permet comme ça cet onirisme, ce décalage de transformer un corps humain en corps de centaure, oui. Alors la mythologie, évidemment, Pierre Croze de babelio.com, ça inspire tous les lecteurs et lectrices. Oui, et en entendant Joanie, on peut penser aux Métamorphoses d'Ovide, qui est un livre dont on avait parlé ici même sur France Culture il y a quelques mois, et qui est un des livres les plus populaires sur le thème du désir. Ce qui marque surtout dans cette œuvre, c'est l'omniprésence du désir amoureux, qu'il soit partagé ou pas. Le poète nous narre les relations souvent amoureuses des différents personnages, adultère, inceste, etc. Les passions de l'homme poussées à l'extrême sont mises au devant de la scène, nous offrant des scènes de toute beauté. Les hommes, comme les dieux et autres créatures, se laissent porter par leurs émotions, leur joie, leur colère et n'hésitent pas à employer les grands moyens pour parvenir à assouvir leurs désirs. Ce livre est un vrai trésor rempli d'histoires fantastiques. On peut penser aussi parmi les livres qui sont très populaires autour du désir, il y a Amour et Psyché de Apulée. Un récit fondateur autour du désir. Le message délivré dans ce conte par Apulée n'est pas difficile à cerner, ne pas se montrer curieux, ni désobéissant, ni jaloux, sous peine de se tracer un destin peu enviable. On comprendra également que la notion de destin est implicitement mise en question. Nos actions ouvrent des portes de ce qui sera la destinée que nous nous forgeons. Et on peut penser, j'ai regardé un peu sur Babelio, il y a une adaptation du Satyricon par Blutch de Pétrone. Je ne sais pas à quel point la mythologie a pu vous inspirer aussi. Je peux vous citer par exemple une critique d'un lecteur. Inspiré du Satyricon, Blutch rend bien compte du côté dur et violent de la Rome antique. On y retrouve aussi les jeux de l'amour bien plus libres de cette époque, ainsi que les croyances en la magie et le surnaturel. Blutch, ça vous inspire la mythologie? Ah oui, bien sûr, oui, évidemment. J'ai lu Ovide, l'Énéide et Virgile, etc. J'ai plongé. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'était le monde pré-chrétien. C'est-à-dire, je voulais plonger dans un monde qui n'avait pas du tout les mêmes références que nous, comme on explore une planète inconnue. Voilà. Donc moi j'ai fait ce livre-là en essayant d'oublier ce qui n'est pas possible, hein, évidemment, c'était d'oublier
toutes mes croyances, tout ce que j'ai appris, et de repartir à zéro. C'est-à-dire, rien n'est défini. Donc moi, c'était vraiment ce monde pré-chrétien qui m'a vraiment intéressé à un moment donné. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai adapté le roman de Pétrone, le Satyricon, où il y a aussi, et même chez Schnitzler aussi, hein, où il y a en plus de cette description du désir et de l'amour physique, il y a une satire sociale aussi vraiment mordante. Et donc voilà. Mais j'ai fait ce livre il y a 25 ans, Pierre. C'est vraiment. C'était la question plonger dans question piège de Pierre, c'est comme ça qu'on va l'appeler. J'étais un autre homme. Pour réfléchir évidemment aussi à l'aspect sociétal, je ne sais pas, Johan Ibert, comment vous positionnez. En tout cas, vous avez eu une démarche intéressante qui est une démarche de recueil de témoignages aussi pour faire réfléchir sur ces évolutions de la société, sur la sexualité aussi, le polyamour, la bisexualité, les amours transgenres bien sûr, et la sexualité aussi. Sur cette question-là, c'était une évidence pour vous ? Oui, c'est pas habituel, même si je travaille beaucoup sur des sujets voilà, de société, des sujets qui sont voilà, autour de moi, autour de nous, j'espère. En effet, pour ce projet, j'avais envie, besoin de documenter en fait le travail au-delà de lectures, de philosophes, au-delà de podcasts. Il y en a eu énormément sur ce sujet, etc. De documentaires, de rencontrer des personnes qui acceptent anonymement de nous raconter comment ils aiment, comment ils ont des relations de désir. Et c'était assez fort, je dois dire. Même si Yann Verburg, je lui avais passé commande d'un texte et que c'était très clair qu'on écrivait une fiction, moi je ne me sens pas capable de faire du théâtre documentaire, c'est pas la manière dont je souhaite travailler. Mais en effet, en fait, parmi ces rencontres, il y a eu des tout petits éléments qui ont été, importants pour nous et qui nous ont aidés à réfléchir à comment on voulait présenter ces différentes personnes. Et notamment, ce à quoi on s'attendait, c'est qu'on a eu aussi beaucoup de questions sur notre légitimité, en fait, à aborder la bisexualité, à aborder la sexualité. C'est un sujet très présent. C'est qui on est pour pouvoir parler de ça. Et la question qui était derrière, qu'on a un tout petit peu essayé de développer dans le spectacle, c'est faut-il être asexuel soi-même pour pouvoir parler d'asexualité sur un plateau, et ça on peut le dériver, ou quelle est la place de personnes par exemple trans qui sont sur un plateau ou qui parlent de leur propre parcours. Donc tout ça, c'était des sujets assez excitants, assez forts, assez complexes, que pendant 1 an et demi, on a essayé de traiter avant de pouvoir vraiment sortir et presque, on devrait dire, accoucher du spectacle, quoi. Blutch, sur la démarche qui a été la vôtre, c'est pas tout à fait la même, puisque vous, il y a quand même beaucoup de vous dans le personnage de B, même si évidemment ce n'est pas autobiographique, mais c'est là aussi très intime, très personnel dans cette démarche. On va dire que c'est presque le contraire du travail de Joanny, qui lui embrasse le monde. Moi, je suis plutôt en retrait du monde. Je me concentre juste sur 2 personnages, donc en l'occurrence A et B. B, j'interprète le rôle de B, et il y a une part assez importante du travail dans le terme interprétation. Je rejoins un peu ce que disait Joanny là à l'instant. Moi, je me sens absolument légitime sur tous les plans, parce que je me sens capable d'interpréter n'importe quoi. Mon propre rôle, mais aussi le rôle de A, et je peux interpréter un rocher, je peux interpréter un feuillage, je peux interpréter un chien, je peux interpréter un Africain, et je pense que le fond du travail est là, c'est-à-dire dans quelle mesure je peux plonger ou interpréter n'importe quel aspect de la nature. Voilà. On a entendu dans les voice notes de nos auditeurs ce qu'ils ont pensé de votre BD. Blutch, je me tourne vers Joanny une dernière fois. Joanny, on rit parfois, on est parfois aussi un peu mal à l'aise par les situations. Quels sont les retours des spectateurs qui vous ont le plus marqué ? Ben oui, ce que vous dites là,
peut-être la surprise et je dirais presque le combat qu'on mène depuis longtemps, c'est-à-dire ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est de la marionnette et en même temps elle nous touche en tant qu'être humain en étant adulte et voilà, donc ça c'est un combat parce que vraiment ce truc de se dire la marionnette c'est pour les enfants, voilà, autant la BD par exemple j'ai l'impression que ça y est on a dépassé tout ça depuis longtemps, autant la marionnette c'est quand même encore difficile. C'est drôle, mais encore ce matin, on nous avait proposé de faire une captation pour Culture Box, par exemple, voilà. Et puis Culture Box nous a répondu, en fait non, c'est de la marionnette, donc on veut pas faire de la marionnette chez Culture Box. Et nous, on vous a invité sur France Culture à Johan Ibert pour en parler avec vos marionnettes, et on a mélangé aussi avec la bande dessinée. Donc on a fait en quelque sorte d'une pierre deux coups. On arrive au terme de cette émission. Johan Ibert, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. La nouvelle ronde se joue ce soir encore à Dunkerque, à Niort, les 10 et 11 mars, à Malakoff et à Toulouse. Et puis merci également à vous, Blotch, d'être venu. La mer à boire, disponible aux éditions 2024. Un grand merci également à Pierre Croze du site babelio.com. Dans un instant, l'épilogue de ce bout de club. Mais comme il est 13h25, voici Mathias Hénard pour ses Incipit. La semaine dernière, à ce micro, j'évoquais les incipits extraordinaires du non moins extraordinaire Thomas Bernhardt, le fameux auteur autrichien décédé en 1989. Incipit dont la caractéristique principale me semble être la perfection de l'exposition. En une phrase, la voix du narrateur, les personnages et les grands traits de l'action sont posés. L'incipit du roman intitulé Béton, paru en 1982, me paraît à cet égard encore plus caractéristique. De mars à décembre, écrit Rudolf, alors qu'il me fallait, cela doit être dit dans ce contexte, prendre de grandes quantités de prednisolon afin de combattre ma 3e crise aiguë de morbus Boeck, j'ai rassemblé tous les livres et les écrits possibles de et sur Mendelssohn Bartholdy. J'ai visité toutes les bibliothèques possibles et imaginables afin de connaître à fond mon compositeur préféré ainsi que son œuvre. Telle était mon ambition, avec le zèle le plus ardent, pour une entreprise telle que la rédaction d'un assez gros ouvrage, irréprochablement scientifique, qui, de fait, m'avait inspiré la plus grande appréhension durant tout l'hiver précédent. Mon propos avait été d'étudier avec le plus grand soin tous ces livres et ces écrits, et seulement ensuite, enfin, après cette étude approfondie adaptée au sujet, précisément le 27 janvier à 4h du matin, de pouvoir aborder ce travail qui, du moins je le croyais, laisserait loin derrière lui l'ensemble de mes écrits, publiés ou non. Concernant ce qu'on appelle la musicologie, travail projeté depuis 10 ans déjà, mais jamais encore accompli jusque-là après le départ, fixé au 26, de ma sœur, dont la présence à PSCAM durant plusieurs semaines avait ruiné sur le champ, jusqu'à sa moindre velléité, l'idée de m'attaquer à mon travail sur Mendelssohn Bartholdy. Nous savons tout. Qui parle? Un homme appelé Rudolf, malade, atteint de sarcoïdose. Musicologue qui souhaite enfin se mettre à l'écriture de son chef-d'œuvre sur Mendelssohn. Où? À Peiskam, village de Haute-Autriche situé à quelques kilomètres de l'endroit où Thomas Bernhardt avait sa propre maison. Quand? Le 27 janvier, au cœur de l'hiver. Avec qui? Avec sa sœur Elisabeth. Rudolf écrit, nous dit Bernhardt. C'est un manuscrit de Rudolf que nous sommes en train de lire. Et même si le roman nous emportera jusqu'à Palma de Majorque, rompant ainsi l'enfermement qui caractérise si souvent les textes de Bernhardt, Béton ne sort pas de la névrose musicale de Rudolf. Ce Rudolf obsessionnel et savant, névrose si bien exposée dans cette première phrase écrite par Rudolf, car Béton est aussi un roman sur l'impossibilité d'écrire. L'impossibilité d'écrire non seulement sur la musique, mais aussi, et c'est là une des originalités de Béton dans l'œuvre de Bernhardt, sur l'impossibilité de sortir de soi. Une des facettes du génie de Bernhardt est là. Adapter le ton, la phrase même, à la psyché du narrateur. Faire de la boucle obsessionnelle du narrateur la réalité de la phrase du roman et du roman lui-même. Adapter le contenant à la névrose du contenu et le contenu à la névrose du contenant. Les Incipits de Mathias Hénard à retrouver sur franceculture.fr. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Oriane Delacroix, Zora Vignet, Jeanne Agrapard, Didier Pinault et Alexandra Lebegovic. Thomas Beau réalise cette émission et à la prise de son ce midi. Élise Le, voici l'épilogue. Il y a 10 000 façons d'aimer, 10 000 façons d'avoir du désir et d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Que ce soit les plantes, les fleurs, les rochers et les humains.